Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre conférence du Hub créatif de Verviers, une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège et plus particulièrement de Liège Créative. Merci de nous avoir rejoints si nombreux ce matin. Alors comme vous le savez tous, nous vivons dans un contexte de changement climatique et les derniers événements de juillet dans notre vallée, la vallée de la Vestre, nous l'ont démontré, avec des pluies plus intenses, des chaleurs extrêmes et la raréfaction des ressources, et notamment l'eau. Dans ce contexte, en fait, au Hub créatif de Verviers, il nous a paru capital de mener une réflexion ce matin sur l'hydrologie urbaine et de nous poser cette question, donc comment développer des solutions adaptées afin de restaurer le fonctionnement hydrologique naturel en zone urbanisée. Alors pour ce faire, comme on aime le faire dans les rencontres conférences du Hub créatif de Verviers, nous allons croiser les regards. Alors le premier regard sera porté par Aurore Degré. Aurore Degré, elle est professeure à l'Université de Liège et plus particulièrement dans le département Jean Blou Agrobiotech. Aurore Degré est passionnée par la physique des sols et leur hydrodynamique. Elle a de nombreux cours et elle a notamment un cours sur le fonctionnement naturel du système sol et eau. Et nous allons croiser son regard ce matin avec le regard de Stéphane Truon, bio-ingénieur de formation. Il travaille au sein de l'équipe Écorce. Il a pour mission de coordonner dès la conception jusqu'au suivi de chantiers des projets de gestion intégrée des eaux pluviales et d'écologie urbaine. Et il est également facilitateur eau et formateur. Merci beaucoup Karine, très intéressant de voir ce nuage de mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est effectivement très intéressant de voir ces mots, ce nuage de mots se construire parce que je pense qu'on a dans la salle aujourd'hui différents profils, des gens qui viennent un peu tous horizons. Donc peut-être que certains aspects que je vais aborder vont vous paraître évidents à certains, mais j'essaie de repartir un petit peu des bases et n'hésitez surtout pas à venir avec des commentaires, des compléments d'information. Et je pense que l'exposé de Stéphane à cet égard sera très complémentaire au mien, avec sans doute beaucoup d'éléments concrets qui viennent de son expérience de terrain. Donc moi, je démarre simplement en vous rappelant, parce que je pense que c'est la base absolue. Il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ce vocabulaire, que l'hydrologie, finalement, se travaille à l'échelle d'un bassin versant. On a vraiment beaucoup parlé avec les événements qu'on a vécus cet été. Le bassin versant, c'est quoi? Mais c'est l'ensemble du territoire qui va drainer son eau vers un point exutoire. C'est la base et c'est ce qui va nous permettre de réfléchir avec un point de vue, je dirais, cohérent au niveau de l'échelle de travail. L'hydrologie, c'est aussi une science assez complexe finalement parce qu'elle met en œuvre différentes sciences, la météorologie, la géographie, la pédologie, la science du sol, l'hydraulique qui est plutôt la gestion de l'eau dans des réseaux d'écoulement, je vais dire bien maîtrisés, bien calibrés, que ce soit à ciel ouvert ou via des canalisations. L'hydrogéologie qui est plutôt l'eau souterraine. Donc il y a vraiment beaucoup de sciences qui sont interconnectées et c'est ça qui rend la chose passionnante. Et puis aussi énormément d'interactions, et c'est l'objet d'aujourd'hui, avec les activités humaines liées à l'occupation du territoire, un peu plus en amont à l'agriculture, à l'habitat, à la mobilité. Donc ça, c'est l'hydrologie au sens large. Et puis, comme Karine l'a dit, l'hydrologie urbaine, c'est une hydrologie qui est un petit peu perturbée parce que via l'implantation des villes, des habitations, via l'usage de l'eau, eh bien, on perturbe un petit peu ce cycle hydrologique naturel avec l'imperméabilisation qui va transférer des flux qui initialement s'infiltraient, des flux d'eau qui initialement s'infiltraient vers du ruissellement, avec la modification du relief où on va jouer sur les pentes, sur les vitesses d'écoulement, avec des modifications des surfaces aussi. On pense peut-être un petit peu moins à leur couleur, mais la couleur des surfaces va jouer un rôle important dans les phénomènes d'accumulation de chaleur, d'évaporation. Changement des surfaces aussi au niveau des rugosités. Et la rugosité d'une surface, eh bien, elle détermine la vitesse à laquelle l'eau va se déplacer. Et puis les villes, c'est aussi la canalisation des flux. On essaie de maîtriser un petit peu leur passage. Et donc tout ça, ce sont des modifications du cycle hydrologique naturel.
Il y a aussi bien sûr au niveau des villes une diversification des usages de l'eau et des productions d'eau usée dont on aimerait autant que faire se peut, permettre la réutilisation. Autre aspect et Verviers, en est une triste illustration, mais c'est une augmentation de la vulnérabilité des infrastructures puisque, en implantant une série d'infrastructures, on finalement dans des zones qui peuvent être, particulièrement sujettes aux inondations, on augmente la vulnérabilité et donc les dommages potentiels. Alors, il y a tout un cheminement de pensée qui nous amène à l'hydrologie urbaine d'aujourd'hui et je ne vais pas y passer trop de temps, mais vous savez qu'il y a eu au début de l'implantation des villes, des phénomènes de 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 voûtement de cours d'eau en fait qui viennent d'une pensée un peu hygiéniste, qui viennent d'une pensée de maîtrise hydraulique et on en est arrivé progressivement à ce que l'eau dans la ville, elle soit devenue relativement invisible. C'est une vue ici de la Seine à Bruxelles. L'eau, elle est gérée, hein, au niveau hydraulique en tout cas, mais elle n'est plus visible de la part des habitants. Mais ça a permis de gagner au niveau de l'hygiène, de gagner au niveau d'une certaine gestion et de traiter, de passer par une période centrée sur la qualité de l'eau, dans la ville. Mais aujourd'hui, quand on parle, d'hydrologie urbaine, on parle bien sûr de gestion intégrée des eaux pluviales et les termes que l'on entend sont plutôt des termes qui font écho à des sponge cities, des cités éponges, des villes éponges et un enjeu qui va bien au-delà finalement de la simple restauration des fonctions hydrologiques. Et ça, c'est une très belle image, c'est une image très stylisée que vous avez ici à l'écran, mais finalement, elle cache une réalité qui est que ces villes éponges, elles font appel à des techniques qui sont quand même toujours assez pointues et qui nécessitent une analyse quantitative de leurs performances. Alors, en tant qu'ingénieur agronome, en tant que bio-ingénieur, on est tenté, on est évidemment très attiré par des solutions qui sont basées sur la nature. Vous en avez cité quelques-unes dans le nuage de mots et vous avez aussi cité des solutions qui ne sont pas spécialement, basées sur la nature. J'ai vu des dalles infiltrantes, ce genre de choses. Moi, je vais essentiellement centrer mon propos aujourd'hui sur des solutions qui sont basées sur la nature, parce que je voulais simplement, faire valoir le fait qu'elles sont multidimensionnelles, multiservices et donc elles me paraissent particulièrement intéressantes pour restaurer le fonctionnement hydrologique, dans les villes. Et là, vous en avez cité un certain nombre. Vous avez cité les noues, vous avez cité, des toitures végétalisées, vous avez cité des jardins de pluie, vous auriez pu citer des rues-jardins, des arbres de pluie, toute une série d'autres dispositifs. Et je vous ai mis ici quelques illustrations simplement pour attirer l'attention sur le fait que dans ces dispositifs basés sur la nature, il y a énormément de techniques. Prenez la coupe de la toiture végétale qui est en bas de mon écran. Une toiture végétalisée, en réalité, il n'y en a pas une, il y en a toute une série, toute une gamme, depuis les toitures les plus extensives jusqu'aux toitures les plus intensives. Et mon propos aujourd'hui va être de dire attention, il faut arriver à quantifier l'efficacité de ces dispositifs pour effectivement pouvoir restaurer le fonctionnement hydrologique dans une ville. Pourquoi quantifier? Parce que entre la toiture extensive qui est finalement très peu épaisse, qui certes ramène de la biodiversité dans la ville, qui certes ramène de la nature dans la ville, change la couleur du toit, et cetera et donc rend dans une certaine mesure un service, au niveau de la zone urbaine. Le service hydrologique rendu par une toiture extensive, il peut être relativement limité parce que les volumes d'eau stockable restent quand même limités, parce que ça se passe uniquement au niveau de la toiture qui est aménagée et parce que la temporisation, eh bien, elle peut aussi, selon les types de toiture, être somme toute relativement limitée. À l'inverse d'une toiture qui serait plus extensive, dans laquelle on a des épaisseurs de substrat beaucoup plus importantes, qui permettent de stocker beaucoup d'eau et qui permettent de temporiser également davantage. On restera quand même toujours au niveau d'un site, d'une toiture, qui donc est limitée dans l'espace, mais on peut espérer avoir un fonctionnement qui est plus significatif. Et tout est à l'avenant. Je vais dire, chacune de ces opérations unitaires, de ces solutions basées sur la nature que l'on peut mobiliser dans la ville pour tenter de restaurer le fonctionnement hydrologique, devra toujours être analysée en termes de quantité d'eau qui peut être stockée à l'échelle du projet ou
et à le replacer dans son bassin versant, et est fait sur la vitesse à laquelle cette eau va être restituée, le cas échéant, dans le réseau d'égouttage, dans le réseau de ruissellement urbain, en fonction de l'exutoire qui a été choisi. Parce que le risque est que ces opérations unitaires, finalement, et vous en avez une liste ici, elles commencent à être documentées. Vous voyez dans le document que je suis allée chercher, on commence à avoir une certaine connaissance du fonctionnement et de la quantification de l'efficacité de ces opérations unitaires. Mais, il y a encore beaucoup de questions quant à, la mise ensemble de ces différentes opérations unitaires dans une cité, dans une zone urbanisée, pour arriver à quantifier leur effet, global. Et je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'on peut trouver très facilement des catalogues de bonnes intentions, des catalogues de ces dispositifs qui listent tous les bienfaits potentiels de ces solutions basées sur la nature, mais leur quantification est vraiment un élément crucial, un élément extrêmement important. Et leur quantification dans le temps, avec l'évolution de ces dispositifs, parce qu'inévitablement, à partir du moment où on met en œuvre des solutions qui sont basées sur la nature, ce sont des solutions qui évoluent dans le temps et dont les performances potentiellement d'infiltration, d'évaporation, de temporisation vont évoluer dans le temps également. Et on a un gros enjeu, ici, de manière générale dans l'ensemble des villes qui se développent et dans nos régions comme ailleurs. C'est, non seulement de compenser l'effet de l'imperméabilisation de ces zones urbanisées, qui est inévitable, hein, qui est liée à l'occupation humaine. Il faut arriver à compenser l'effet de cette imperméabilisation, mais il faut, Karine l'a très bien dit en introduction, aller au-delà. Il faut se préparer à ce que demain, les sollicitations que reçoivent nos villes soient plus importantes que celles que l'on reçoit aujourd'hui, avec des précipitations plus intenses, avec des vagues de chaleur plus fortes et avec effectivement une vulnérabilité qui peut-être va elle aussi aller en s'accroissant. Donc, il y a un enjeu à restaurer le fonctionnement hydrologique du site, mais il y a un enjeu à aller au-delà pour aussi mitiger les effets du changement climatique. Et je rajoute encore une couche supplémentaire. Je pense qu'il y a un enjeu à valoriser d'autres externalités de ces solutions basées sur la nature et d'avoir une approche qui est plutôt une approche écosystémique qui vise à la fois un des services écosystémiques finalement qui est la régulation des flux d'eau, mais également d'autres services écosystémiques qui sont le retour de la biodiversité en ville, par exemple. Là aussi, on est sur un service de régulation, mais peut-être aussi aller vers des services de production, aller vers des services de socialisation, des services culturels, des services de vivre ensemble. Et je pense que ces solutions basées sur la nature peuvent rencontrer tous ces objectifs et sont donc une piste vraiment très intéressante pour nos villes de demain. Alors, je vous partage ici un élément qui me semble important par rapport au fonctionnement hydrologique de ces sites à vocation de service de régulation hydrologique. C'est un extrait d'un travail de fin d'études d'un étudiant architecte paysagiste qui est en train maintenant de faire une analyse comparative de toute une série de projets. Alors, ce sont des cartes de travail, elles n'ont pas pour vocation d'être spécialement esthétiques, mais vous avez ici 3 projets qui sont à chaque fois entourés par les polygones en rouge et ces projets sont replacés sur un fond de carte qui vous montre le ruissellement dans la zone urbaine et le bassin versant, donc l'aplat de couleur homogène, c'est le bassin versant qui est concerné qui est afférent au point de projet. Sur la carte de gauche, vous avez un projet qui couvre quasiment tout son bassin versant. On a là un projet où toutes les actions qui vont être menées finalement peuvent être réfléchies à l'échelle du projet lui-même. On va peut-être imperméabiliser certaines zones, générer du ruissellement et y réinfiltrer ce ruissellement pour restaurer le fonctionnement hydrologique. Au centre, on a une situation un petit peu intermédiaire avec un projet qui reçoit une zone quand même nettement plus étendue en termes de ruissellement. Et sur le côté droit, on est à l'extrême avec un projet dont l'emprise est somme toute assez limitée, mais qui reçoit du ruissellement venant d'un bassin versant extrêmement important et l'échelle n'est pas la même entre les 3 cartes. Et donc, mon propos, c'est de dire que effectivement, il y a
un premier niveau d'importance qui est de rendre neutre finalement un projet d'urbanisation pour son volet hydrologique. Et puis, il y a ce volet supplémentaire, ce deuxième niveau d'analyse, qui est comment est-ce qu'un nouveau projet en ville peut rendre un service à tout le bassin versant afférent pour réguler les flux hydrologiques qui y sont apportés naturellement par le relief et rendre un service du coup à ceux qui se trouvent en aval et qui potentiellement pourraient être impactés par la zone urbanisée. Et donc, dans la conception d'un dispositif basé sur la nature et qui permet de réguler les flux hydriques, il y a un enjeu à recontextualiser l'ensemble du bassin versant et à recontextualiser aussi l'ensemble des services qui peuvent être rendus par ces solutions basées sur la nature, avec des services potentiellement d'approvisionnement, de jardins comestibles, de maraîchage urbain qui peuvent trouver leur place, des aspects de biodiversité. Et quand on est sur un projet qui prend en compte l'hydrologie, ben c'est intéressant parce qu'on a un gradient de xéricité, un gradient de sécheresse vers humidité qui peut être extrêmement intéressant au niveau des conditions de vie des plantes qui seront choisies dans le cadre de cet aménagement. Réfléchir à des connexions écologiques dans la ville également. Il y a tout un enjeu de régulation thermique puisque ces zones plus végétalisées sont des zones qui vont évaporer, évapotranspirer, donc consommer de la chaleur et lutter contre le phénomène de chaleur urbaine. Mais ça aussi, ça se quantifie, ça doit se quantifier, ça doit se calculer. Et il y a un enjeu bien sûr de lieux de vie, d'espaces de rencontre, d'espaces récréatifs. Et la conception de ces zones doit se faire, je pense, selon un gradient du temps sec à la pluie exceptionnelle. Que sont ces zones en temps sec? Quels sont les services qui sont rendus dans ces zones en temps sec? Comment ces zones peuvent-elles jouer un rôle face à des précipitations, je dirais, habituelles, classiques, des faibles périodes de retour? Comment vont-elles fonctionner dans ces hypothèses-là? Comment ces zones vont-elles fonctionner face à des pluies exceptionnelles, des sollicitations extrêmes, où là l'enjeu sera évidemment plus sur peut-être la production d'aliments, mais sera vraiment sur la régulation hydrologique. Donc c'est un système assez complexe, assez interconnecté qui doit nous guider, une clé de lecture assez complexe et assez interconnectée qui doit nous guider finalement pour la conception de ces dispositifs. Alors je voulais illustrer ça et vous partager un exemple qui est à 2 pas d'ici où je me trouve à Gembloux, sur le campus de Gembloux Agrobiotech. On est sur notre terrain de jeu finalement, sur notre campus. Pour ceux qui connaissent, on est entre la voie de chemin de fer et l'avenue de la Faculté, sur une zone d'à peu près 5 hectares que nous appelons Wasabi, qui est une plateforme de démonstration qui comprend à la fois, et vous le voyez, des zones de culture, des zones de maraîchage urbain intensif, des zones de friches, mais aussi un bâtiment dédié à la recherche, un bâtiment dédié à l'enseignement et notre jardin botanique. Alors, quel rapport, me direz-vous, avec le jardin de pluie? Ben, le jardin de pluie n'y est pas encore, mais il est en projet et vous pouvez le voir ici en projet sur le plan. Nous envisageons donc, dans la parcelle qui est la plus en aval de ces 5 hectares, de recueillir tous les flux de ruissellement issus du sol, mais aussi des parcours imperméabilisés, des toitures, des parkings, qui vont arriver dans ce jardin de pluie constitué d'un ensemble de systèmes de mitigation des flux d'eau. Bon, on a évidemment dû faire des choix, la superficie est limitée, donc on ne peut pas tout démontrer, mais on a fait le choix de quelques nous, d'un bassin avec des volumes multiples pour pouvoir démontrer un petit peu le fonctionnement de ce type de dispositif. Et donc, au travers du travail de différents étudiants, de différents ingénieurs qui les ont accompagnés, des étudiants bio-ingénieurs, des étudiants architectes, paysagistes, on a pu se lancer dans une cartographie complète de l'ensemble du site, la localisation de toutes les reprises de ruissellement liées à des modifications de l'écoulement naturel par les voiries, par des égoutages et autres,
pour quantifier finalement les volumes de stockage à prévoir pour différentes pluies de projets, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les dispositifs de régulation des passages de l'eau dans les noues et dans les mares et toute la connectivité hydrologique du site pour favoriser justement la collecte des eaux vers ce jardin de pluie. Les étudiants et nous avons pu avec eux faire les dimensionnements basés sur des mesures de capacité d'infiltration des sols. Ça, c'est un grand enjeu, on pourra y revenir et mettre un petit peu des chiffres sur tout ce dispositif a permis vraiment d'affiner la conception par les architectes paysagistes de ce jardin de pluie. Et on est venu greffer là-dessus une trame d'analyse de la biodiversité. Alors vous avez, en haut à droite de mon écran, une analyse qui est plus ciblée sur la mare, qui sera une mare permanente, mais avec des volumes de stockage mobilisables supplémentaires, où, Anna Delruel, qui travaille là-dessus, a proposé tout un gradient de choix de plantes en fonction également du caractère esthétique des floraisons au cours de l'année. Et vous avez sur le côté gauche de Madilla, vous avez tout le site de la faculté qui fait l'objet d'un plan de gestion différencié et qui est mis à disposition de toutes les équipes techniques qui s'occupent des espaces verts. Et le jardin de pluie est un des polygones que vous pouvez apercevoir. Je pense qu'il faut connaître Jamblou pour bien se resituer dans cet environnement. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc le jardin de pluie est la parcelle qui se trouve ici. Et par ailleurs, on est quand même dans un contexte d'enseignement, dans un contexte de transmission et donc on va agrémenter ce jardin de pluie d'un amphithéâtre en plein air dont la conception est en cours, notamment avec les étudiants, forestiers qui veulent utiliser du bois local et voir comment ce bois local, se comporte sous nos latitudes. Donc là, on travaille sur l'aspect lien social, mais en se disant que cet amphithéâtre en plein air, eh bien, il sera aussi un lieu de partage et de discussion avec tout qui souhaitera finalement passer du temps dans cet espace de vie. Donc on a là quelque chose de très transversal où on allie de la biodiversité, de l'enseignement, du lien social et je ne l'ai pas encore mentionné, mais aussi de la recherche. Parce que ça, c'est une particularité de ce projet, mais comme on est sur notre campus, on va le barder de toute une série de capteurs pour mesurer les flux d'eau qui rentrent dans ce jardin, dans les différentes noues, les stockages, pour mesurer également l'évaporation qui va avoir lieu au départ de ce site-là et voir les différences de température locale que l'on va pouvoir observer. Donc ce sera vraiment un concentré finalement de l'analyse transversale des services écosystémiques que peuvent rendre ces solutions basées sur la nature dans un environnement urbain ou disons périurbain, puisque nous sommes quand même dans une zone relativement moins dense peut-être que la zone centrale de Verviers. Donc, je voulais vous partager un petit peu ce site à titre d'exemple, vous dire également que vous y êtes les bienvenus pour une visite ou pour un certain nombre de tests ou pour collecter les données qui seront enregistrées là-bas. Et je vous emmène dans une petite balade virtuelle pour vous rendre compte un petit peu en 3D de ce que pourra être incessamment ce jardin de pluie. Les travaux, nous venons d'obtenir le permis et donc les travaux sont programmés ici pour le printemps 2021. Alors, je ne peux pas m'empêcher, en vous présentant tout ça, de me rendre compte de tout ce qu'on ne sait pas encore par rapport à tout ce qu'il faudrait, de tous les gaps finalement dans la connaissance qui restent encore aujourd'hui et qui sont les défis pour les gens, les chercheurs, les gens comme moi ou d'autres équipes qui sont présentes aussi ici. Des knowledge gaps qui restent notamment sur la capacité d'infiltration du sol parce que ça paraît évident et c'est nécessaire pour toutes les notes de calcul qui sont demandées au niveau des projets, du code de l'eau, etc. Mais en réalité, on a très peu d'informations cartographiques fiables sur la capacité d'infiltration des sols. On n'a absolument pas de standardisation des mesures. Il existe différentes techniques, hein. Je suppose que parmi vous, il y a des gens qui mobilisent ces techniques, des tests de Porchet ou des infiltrométries de différentes sortes. Mais en réalité, ces tests ne sont pas standardisés. Donc, c'est très compliqué de comparer des mesures entre elles. Il n'y a pas encore de normes claires. Donc là, il y a un véritable enjeu pour la recherche, pour standardiser un petit peu ces approches. Il y a également un gros enjeu quand on se base sur des solutions qui font appel à la nature, au vivant, de l'évolution dans le temps
de ces zones d'infiltration suite à du colmatage, au développement de biofilms, à toute une série de développements racinaires, développement de voilà, des systèmes, selon la densité de végétation qui va évoluer au cours du temps, dont les rugosités au cours du temps vont évoluer, les couleurs au cours du temps vont évoluer. Donc là, il y a un enjeu sur l'entretien, la maintenance et il y a un enjeu aussi sur la prise en compte de la dynamique temporelle de ces systèmes naturels, peut-être à mettre en regard de la dynamique temporelle des précipitations auxquelles on fait face. On sait que les orages chez nous sont essentiellement en été. En été, la végétation est luxuriante, florissante. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à cette maintenance des solutions basées sur la nature? Et alors, la quantification de tous les autres services écosystémiques autres que la régulation hydrologique est encore un véritable enjeu pour arriver à mettre des chiffres, à objectiver les choses par rapport à, au fait de favoriser la biodiversité, de limiter les phénomènes d'îlots de chaleur, de quantifier les impacts paysagers et sociaux. C'est encore des savoirs en devenir sur lesquels il faut que nous travaillions pour pouvoir mieux poser des choix éclairés d'actions multifonctionnelles au cœur de nos villes et idéalement en faisant appel à la nature. Voilà, très rapidement brossé ce que je voulais partager avec vous. Hem, il y a des freins et je me suis basée pour lister ces freins-là, sur, un document qui vient du GRAI, qui fait le récit de toute une série de projets qui ont été mis en œuvre et où chacun des porteurs de projets identifie un certain nombre de problèmes qui ont été rencontrés ou de: «Si c'était à refaire, voilà ce que nous ferions» et on voit apparaître là-dedans des éléments clés qui me semblent vraiment très importants comme le dimensionnement qui revient très souvent. Et c'est un exercice que nous faisons en mettant en dialogue les étudiants chez nous, architectes, paysagistes et bio-ingénieurs pour arriver à mettre des chiffres sur leurs projets. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, je pense. La communication, communication entre toute une série de métiers différents qui sont mobilisés forcément quand on est dans des approches systémiques. La difficulté à rassembler des acteurs autour d'un langage commun, d'une vision commune alors qu'ils parlent des jargons différents. Et alors cette difficulté de cette hydrologie sans tuyau qui est certes peu coûteuse dans la réalisation, mais qui nécessite à la fois une conception peut-être plus élaborée et aussi une maintenance plus interdisciplinaire, tout en restant particulièrement technique. Donc ça, ce sont quelques-uns des freins. J'imagine qu'avec vos expériences de terrain, vous pouvez allonger cette liste-là. Et ça, c'est des choses qui sont précieuses pour nous parce que dans la recherche, alors on peut essayer de trouver des pistes de solutions et contribuer en tout cas à co-construire des solutions ensemble. Donc je serais très intéressée d'avoir vos retours par rapport à ça. Ma liste est certainement très incomplète. Mais je m'arrête ici et je vous remercie toutes et tous et particulièrement Liège Créatif pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà en effet à Liège Créatif pour, pour l'invitation. Moi, on m'a chargé, je m'appelle Stéphane Thuong, tout à l'heure Karine m'a déjà bien présenté, donc je fais en effet partie du bureau d'études Écorce. Je suis responsable d'un pôle qui s'appelle écologie, dans lequel on fait tout ce qui a trait à la gestion des eaux pluviales et à la biodiversité en zone urbanisée. Mon grand défi aujourd'hui est de vous expliquer ce que c'est la gestion intégrée des eaux pluviales. Alors, le défi, ce n'est pas spécialement la thématique, c'est plutôt de le faire en 20 minutes parce que c'est relativement court. Et voilà, j'espère que mon exposé sera complémentaire avec celui de Aurore. J'ai fait une petite table des matières, donc on va passer très rapidement en revue les enjeux et les objectifs qui sont liés à ces enjeux en fonction de la pluviométrie. Puis je passerai en revue aussi relativement rapidement un peu l'évolution du tuyau jusqu'à la ville perméable. On en a déjà parlé, mais ici on va vraiment avoir du coup du plus concret avec les techniques qui ont été, auxquelles on a réfléchi de cette dernière décennie pour passer du tout tuyau à ce qu'on espère aujourd'hui la gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis alors on passera en revue vraiment ce qu'est la gestion intégrée des eaux pluviales avec quelques exemples. Donc, au niveau des enjeux, on a en effet le grand enjeu bien connu des inondations. Il est bien connu parce qu'il a des impacts importants sur les biens et les personnes, mais ce n'est finalement que la face visible de l'iceberg. On a aussi toute une série d'autres enjeux qui sont liés à la gestion des eaux pluviales et qui sont finalement tout aussi importants que les problématiques d'inondation.
On a notamment la surcharge du réseau d'égouttage avec des dégradations sur les infrastructures qui sont extrêmement coûteuses. Une autre problématique extrêmement importante, c'est les déversements donc vers les cours d'eau naturels. On aura l'occasion de représenter ça un peu mieux par la suite. Un mélange d'eau usée avec les eaux claires, avec des impacts sur la dilution des eaux épurées. Donc les eaux qui se retrouvent aux stations d'épuration, quand elles sont diluées, ont des rendements épuratoires qui sont bien inférieurs. Et donc on renvoie finalement vers le milieu naturel des eaux qui ne sont pas suffisamment bien épurées. Un énorme gaspillage de la ressource en eau claire qui fait qu'on augmente finalement la consommation d'eau potabilisée. Un manque de recharge en eau claire, ça c'est aussi un impact extrêmement important, que ce soit au niveau des sols, avec des déséquilibres au niveau de la qualité des sols et des milieux naturels, que ce soit au niveau des nappes, avec des conséquences vraiment à long terme. Hein, toute goutte d'eau qui ne retourne pas vers le sol et vers les nappes, mais plutôt est renvoyée vers un réseau d'égouttage, va se retrouver finalement dans le réseau d'eau et puis très très vite à la mer. Là où, si on le renvoie vers la nappe, évidemment, on a des temps beaucoup plus longs et cette eau peut alors du coup vraiment devenir une ressource, ou que ça soit évidemment au niveau des zones humides ou cours d'eau naturels avec des diminutions drastiques de la biodiversité en été parce que ces zones manquent cruellement d'eau et qu'on ne ramène plus vers ces zones cette eau. Et puis alors, tout un aspect de perte de qualité de vie en ville. On a parlé d'îlots de chaleur, mais il y a aussi des aspects sociaux au niveau de la convivialité que peuvent apporter cet élément en eau en zone urbanisée. J'ai remis ici, du coup, sur la droite, le parallèle avec la pluviométrie. Donc, c'est sûr que les problématiques d'inondation sont plutôt liées à des pluviométries fortes, mais qui sont relativement rares, hein, finalement, en Belgique. On en connaît évidemment toutes les années, des orages, tout en été, mais on a le restant de l'année où on a des pluviométries moyennes, voire très faibles. Et ces enjeux-là, la série de ces enjeux-là sont plutôt liés en effet à cette pluviométrie. Et donc, on va se fixer des objectifs qui vont être différents en fonction de cette pluviométrie, où toutes les plus faibles ou plus moyennes, notre grand objectif là sera vraiment de préserver la quantité et la qualité de cette ressource en eau. Et les actions qu'on va avoir seront un petit peu différentes. On va essayer de récupérer cette eau-là pour l'utiliser dans le bâtiment et on va tenter de se fixer des objectifs pour ces pluies-là, en tout cas, les réintégrer intégralement dans le cycle hydrologique naturel. Là où des pluies fortes, voire des pluies extrêmes, là, on va vraiment avoir un objectif de limiter les risques d'inondation, donc de temporiser à la parcelle ces eaux pluviales-là, idéalement dans des ouvrages multifonctionnels, d'où la gestion intégrée des eaux pluviales qu'on va voir par la suite, préférentiellement dans des ouvrages à ciel ouvert et végétalisés pour tous les services écosystémiques que ça peut apporter, et avec des objectifs relativement ambitieux en essayant de viser le zéro rejet, même pour des pluies extrêmes. Alors, on va passer un peu en revue les techniques qui ont mené aujourd'hui à la réflexion qu'on a sur cette gestion intégrée des eaux pluviales. Et vous allez voir que pour chaque technique, on va voir un peu les différents enjeux que ça permet de remplir ou justement pas. Donc, la gestion, entre guillemets, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui est géré. La gestion du tout à l'égout, c'est évidemment une solution qu'on sait depuis des décennies qu'elle n'est pas fonctionnelle, qu'elle n'apporte pas énormément de bénéfices et qu'elle ne répond finalement à aucun enjeu que je viens de vous présenter. Il y a évidemment l'aspect inondation que tout le monde connaît bien, mais il y a aussi ce fameux aspect de déversement d'orage. Au niveau du réseau unitaire, dans une zone urbanisée, on a finalement des soupapes de sécurité qui font qu'en cas d'orage, normalement, les eaux vont être rejetées vers le réseau hydrographique. Malheureusement, on se rend compte que ces déversoirs qui sont censés s'actionner uniquement en cas d'orage s'actionnent finalement de manière relativement fréquente, donc même pour des pluies relativement courantes. Ceci évidemment dû à l'imperméabilisation des villes qui ont suivi finalement ces travaux d'assainissement. Vous avez ici un exemple concret de ce phénomène de déversement, c'est au niveau du canal à Bruxelles, où pour une pluie relativement courante, hein, c'est une petite pluie de 8 mm, donc a priori une pluie qui arrive en moyenne une fois tous les 2 mois, on a ce phénomène de déversement et donc
d'eau qui normalement sont diluées, parce que normalement se passe avec une dilution des eaux pluviales, mais ici on voit très bien qu'elles ne sont vraiment pas tant diluées que ça. Donc la gestion tout à l'égout, on ne remplit évidemment aucun de ces enjeux. Au fil des réflexions, il y a eu une réflexion sur la possibilité de surdimensionner le réseau unitaire. Ça semblait une bonne idée, mais on se rend compte finalement que ça ne fonctionne pas du tout. Là où on avait avant surdimensionnement du réseau, des petits débordements généralisés, représentés ici par les flèches bleues, on a finalement, quand on passe un surdimensionnement du réseau, on règle évidemment le problème à certains endroits, mais on amplifie le souci à d'autres avec des gros débordements du coup qui sont localisés et des phénomènes relativement spectaculaires. On peut avoir des tacs qui sautent avec la surpression de l'eau à plusieurs mètres de haut. Donc, mauvaise solution aussi, on ne répond finalement à aucun enjeu via ce surdimensionnement du réseau, même pas finalement à l'aspect inondation, vu qu'on empire la situation à un endroit pour la régler à d'autres. Autre solution qui a été mise en œuvre, notamment dans des grands développements et à certains endroits, mais beaucoup moins souvent dans des zones déjà urbanisées, c'est de créer un réseau séparatif. Donc, le principe, c'est de rajouter une canalisation finalement par rapport au réseau unitaire où on mélange les eaux pluviales et les eaux usées. On va rajouter un deuxième réseau qui, lui, ne prendra dans ce réseau-là que des eaux pluviales. Et ces eaux pluviales, alors, sont renvoyées vers le réseau hydrographique. Alors, ça semblait une bonne idée, mais on se rend compte finalement que ça ne remplit pas beaucoup de services écosystémiques et que même au niveau inondation, ça n'a finalement pas énormément d'impact. En plus, il faut quand même créer tout un réseau important avant de pouvoir dire on commence à avoir un impact sur le risque d'inondation. Ce sont des infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Donc, au niveau surcharge du réseau d'égout, on a en effet un impact positif, mais finalement, on crée une autre infrastructure relativement coûteuse. Au niveau des déversements, finalement, on renvoie directement dans le réseau hydrographique normalement des eaux pluviales, mais les eaux pluviales qui ont ruisselé sur de grandes distances, qui ont été canalisées, donc qui ont concentré tous ces polluants, qu'on renvoie du coup vers un milieu récepteur qui est très, très fragile par rapport à ces polluants. Au niveau du mélange eau usée eau claire, là, on peut avoir un impact positif forcément sur la dilution et sur les rendements épuratoires, mais au niveau gaspillage de la ressource en eau claire, on n'a évidemment pas beaucoup d'impact. Autre solution, ce sont les solutions de bassins d'orage. Donc, on a vu ça dans le nuage de points tout à l'heure. Alors, il y a aussi bien les bassins d'orage qui permettent d'infiltrer que des bassins d'orage qui envoient des birbirlés vers le réseau, que des bassins d'orage enterrés ou des bassins d'orage à ciel ouvert. Donc, ici, j'ai fait un peu l'amalgame de tous ces dispositifs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des inconvénients de chaque technique. Mais je pense que le plus important, c'est de se baser sur la conception même de ces bassins d'orage qui est de renvoyer en un point, donc dans une zone très concentrée, des grosses masses d'eau. Et donc, on doit créer des grands volumes sur des zones avec très, très peu de surface d'infiltration. Et donc, ça engendre évidemment tous les problèmes qu'on peut citer de colmatage, de risque de pollution, de dysfonctionnement, d'entretien, etc., etc. Donc, ces solutions-là, on se rend compte que de plus en plus qu'elles ne fonctionnent pas, notamment au niveau des bassins d'orage. Là, on a des chiffres au niveau du département de la Seine-Saint-Denis, au-dessus de Paris, où ils ont fait un inventaire comme ça des bassins d'orage avec un débit régulé qui avait été mis en place, et 60% des bassins d'orage étaient complètement inactifs, soit remplis d'eau, soit débit régulé colmaté, et donc ne servaient finalement plus à rien du tout. D'autres illustrations de bassins d'orage, là plutôt à ciel ouvert. Le principe est le même, c'est qu'on renvoie à un endroit, notamment dans des lotissements qu'on va créer, des nouveaux lotissements, on va dédier finalement une parcelle à la création de ce bassin d'orage, et le fait de centraliser à cet endroit toutes les eaux, ça va mener à des bassins qui sont souvent mal intégrés paysagèrement parce que doivent être très profonds. Le fait de renvoyer des canalisations qui sont déjà enterrées à 60 cm, plus la pente et tout ça, on va déjà se retrouver avec le tuyau d'arrivée
à souvent moins 70, 80, voire 90. Et donc, forcément, si le volume utile qu'on veut avoir va être encore en deçà. Et donc, on va devoir créer des ouvrages très, très profonds, très mal intégrés, qui sont du coup très souvent grillagés, qui ne servent du coup pas du tout d'ouvrage multifonctionnel. Ouvrage qui se colmate aussi très très vite, étant donné qu'on concentre à un endroit toutes les matières en suspension qui vont avoir pour effet évidemment de colmater la zone. Donc, bassin d'orage, ça amène quand même évidemment certains avantages par rapport au tout tuyau, mais ça reste quand même relativement limité dans tous les enjeux qu'on essaye d'atteindre au niveau de la gestion des eaux pluviales. Donc, comment est-ce qu'on peut passer finalement de cet aspect bassin d'orage vers une gestion intégrée des eaux pluviales? Vous avez ici une représentation schématique du bassin d'orage où on va avoir en effet le bassin d'orage classique enterré et où on va renvoyer à l'égout et passer à une gestion intégrée, c'est-à-dire intégrée à l'ensemble des aménagements qui ont leur fonction propre, une fonction hydraulique. On va passer ça en revue maintenant. Donc l'idée, ça c'est, Aurore a présenté le même type de diapo tout à l'heure avec sous une autre forme, mais l'idée c'est évidemment de passer d'un cycle de l'eau de pluie naturelle qu'on a fortement perturbé en zone urbaine vers une zone, une gestion finalement en milieu urbain où on retrouve les différentes composantes, les différents flux d'un bilan hydrologique classique. Alors, on ne pourra évidemment pas retourner vers les flux d'eau qu'on peut retrouver en milieu naturel, mais on peut essayer de tendre vers ces flux-là. Vous avez ici l'infiltration où en milieu naturel, on est de l'ordre de grandeur de 50%, que ce soit en profondeur ou moins. L'évapotranspiration qui représente quand même 40% et du coup le ruissellement qui est évidemment minime à 10%. Et on va essayer, là où en milieu urbain, tout à l'égout, on a 60% de ruissellement, on va essayer évidemment de retrouver un cycle hydrologique beaucoup plus naturel en limitant le ruissellement d'un ordre de grandeur de 30%. Alors, un petit aparté juste pour souligner l'importance de l'évapotranspiration. On a en effet très, très peu de données par rapport à ça et c'est relativement difficile pour nous, bureaux d'études et gens de terrain, de pouvoir intégrer ça dans nos calculs. Donc, j'espère qu'en effet, les études à Jean-Bou permettront d'avoir un peu des données. Mais ici, un projet qui a été fait à l'INSA de Lyon sur des espaces végétalisés, mais qui, pour les besoins de l'expérimentation, ont été étanchéifiés. Ils se sont en fait rendus compte finalement que 70% des pluies avec une hauteur inférieure à 15 mm présentaient des volumes sortants négligeables. Et donc, vu que ce sont des dispositifs qui étaient étanches, l'infiltration était nulle et donc, forcément, il reste l'évapotranspiration. Donc, ce pouvoir-là n'est vraiment pas à sous-estimer. D'ailleurs, on le retrouve dans les différents flux du bilan hydrologique ici. On a quand même 40% du ski qui est lié à l'évapotranspiration. Alors, la gestion intégrée des eaux pluviales, finalement, on va essayer de rencontrer ces différents objectifs, ces 4 grands objectifs liés à la résilience au changement climatique, que sont la lutte contre les inondations, l'amélioration de la qualité des cours d'eau, la qualité de vie des habitants, mais aussi la biodiversité. Et pour atteindre ces 4 objectifs en même temps, il faut passer sur ce qu'on appelle une gestion intégrée des eaux pluviales, qui est une gestion in situ, donc vraiment à la parcelle, gérée là où la goutte tombe, utiliser tant que faire se peut, le trio eau, sol, plante, en tout cas le favoriser au maximum pour essayer d'utiliser le pouvoir stockant et infiltrant du sol, mais aussi le pouvoir de filtration et de décolmatage et d'évapotranspiration par les végétaux. Autre élément très très important, c'est pour ça qu'on parle de gestion intégrée des eaux pluviales, c'est d'intégrer aux éléments urbains qui ont déjà une fonction propre, cette fonction hydrologique supplémentaire. Vous avez ici du coup des exemples illustrant un peu ce concept-là, c'est vraiment d'utiliser les espaces urbains et les espaces bâtis pour leur fonction propre et de leur rajouter cette fonction hydrologique supplémentaire pour gérer les eaux pluviales à la source. Autre exemple qui vient d'une étude de la Pure qui est très intéressante, je vous invite à la consulter. Vous avez ici
une zone urbaine qui a ses fonctions propres, hein. Vous avez la chaussée qui doit être circulée, les zones de parking, des zones d'espace vert pour les aspects esthétiques, paysagers, bien-être, etc. Et les espaces de trottoir et puis le bâti. Vous pouvez transformer cet espace-là qui a pour le moment une gestion tout à l'égout traditionnelle, tout en gardant les mêmes fonctions. On ne change pas les fonctions ici de la voirie, mais en intégrant au niveau, par exemple, des parkings, des massifs drainants, au niveau de la végétation, une infiltration au niveau des zones vertes, au niveau des aliments d'arbres, créer aussi des massifs ou des jardins de pluie. On peut finalement, sur cette coupe, essayer de maximiser les zones où on va pouvoir réinfiltrer les eaux directement dans le sol et donc réintégrer le cycle plus naturel de l'eau. Alors, la GIEP, c'est évidemment la combinaison du coup d'une multitude de solutions. Vous en avez ici toute une série. On parle d'arbres de pluie, de bandes filtrantes, de bassins, que ce soit sec en eau d'infiltration, des citernes qu'on a citées aussi dans le nuage de mots tout à l'heure, les revêtements poreux, etc. etc. J'ai juste ici mis en rouge les puits d'infiltration, qui sont une solution qui a été pas mal utilisée, mais qui est maintenant interdite en région wallonne et fortement non recommandée en région bruxelloise, tout simplement parce qu'on va infiltrer l'eau très très profondément dans le sol sans pouvoir justement de filtration par le sol. Mais tous ces dispositifs, finalement, peuvent être résumés à la grosse louche en 3 grands types de dispositifs que sont les toitures végétales ou stockantes, les massifs drainants et les espaces verts creux. On va donc avoir sur un projet, finalement, sur un projet avec toutes les surfaces qu'on peut avoir, le bâti, les espaces minéralisés ou les espaces verts, on peut finalement intégrer une fonction hydrologique sur la totalité de la parcelle aménagée. Quelques exemples, du coup, pour illustrer ça. Donc, ça, c'est une toiture végétale, justement, semi-intensive, voire intensive. J'aime bien cette photo-là parce qu'on a justement les deux types de toiture et Aurore en a parlé tout à l'heure. On a du coup pas du tout les mêmes impacts, aussi bien au niveau hydrologique qu'au niveau de la biodiversité. Ce type de toiture va évidemment avoir un impact sur une plus grande qualité, une plus grande quantité d'événements pluvieux, là où la toiture extensive qu'on voit sur l'autre bâtiment n'aura qu'un impact limité finalement uniquement sur les petites pluies. Un autre exemple d'infraservice sur un réaménagement à Paris. Vous voyez qu'ici, le principe a été simplement de décaisser ces espaces verts de quelques centimètres par rapport au niveau fini et le principe, évidemment, est d'y renvoyer les eaux pluviales, mais en intégrant de manière paysagère dans des aménagements qui ont leur fonction propre. Hein. Ces aménagements, leur fonction propre, c'est l'espace de servir d'espace vert et de qualité paysagère. Et on intègre simplement en décaissant ces espaces, plutôt que de créer des bordures tout autour qui empêchent simplement l'eau d'y aller. On les décaisse un petit peu et on crée du coup un petit volume qui permet de gérer les eaux pluviales qui ruissellent sur les zones minéralisées. Autre exemple, là, c'est de la rénovation, c'est un réaménagement au niveau de l'avenue Frans van Kalken à Anderlecht. Ça a été fait par Bruxelles Mobilité dans le cadre de leurs actions de désimperméabilisation de la ville. Donc là, le principe, c'est simplement d'avoir une intervention où on va rabaisser l'espace vert. Donc la bordure, là, c'était la bordure qui était existante. On va rabaisser l'espace vert et on va du coup pouvoir y renvoyer l'eau pluviale. Vous voyez comment ça ressemblait de l'autre côté de la voirie avant. Donc, c'est des actions qui sont relativement simples, peu coûteuses et qui permettent de gérer des grandes quantités d'eau au plus près de là où la goutte tombe. Autre exemple, donc ça c'est aussi à Bruxelles, c'est Infraservice aussi qui a consumé, c'est nous qui avons fait le suivi de chantier au niveau du square de l'eau à Forêt, donc tout près de la place Saint-Denis. Même principe, donc on va renvoyer l'eau vers des jardins de pluie qui sont ici créés en bordure de voirie. Donc, il y a évidemment ici une création de jardins de pluie qui n'existait pas avant, de végétalisation de la ville avec ces aspects-là, et on se sert du coup de ces zones pour y renvoyer l'eau. L'eau est ensuite aussi acheminée vers un massif drainant qui est réalisé sous l'ensemble de la voirie circulée. Autre exemple, mais là, je n'ai pas de photo parce que c'est un projet qui est en cours de conception. C'est au niveau d'une chaussée, la chaussée Merstal, donc aussi à Forêt, où là, on a un milieu urbain ultra contraint, relativement dense, où sur la voirie, on a à la fois tram, bus, voiture et vélo,
on a les trottoirs de chaque côté, des habitations aussi sur la majeure partie, en tout cas de la chaussée. Et là, on va avoir comme principe de revenir sur tout le linéaire. Donc, sur les 2 km de la chaussée, on va avoir vraiment tout le linéaire de part et d'autre, soit des jardins de pluie, avec un décaissement relativement peu important, pour que ça s'intègre bien au niveau de ces zones fortement urbanisées, soit des massifs drainants sous les revêtements de parking. Ça nous permet du coup d'avoir des ratios entre la surface active et la surface d'infiltration relativement limités. On a 3 mètres carrés, on va dire, de surface active, donc de surface de ruissellement pour 1 mètre carré de surface d'infiltration, et donc d'avoir des performances hydrauliques relativement intéressantes, et surtout avoir quelque chose qui perdure sur le temps. Sans diminuer les performances justement du système. Voilà, avec ces quelques exemples, j'espère vous avoir donné un peu un bon aperçu de ce que c'est la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, l'idée, évidemment, c'est du coup de pouvoir remplir l'ensemble des enjeux que j'ai présentés tout à l'heure. Et si on veut, en guise de synthèse, reprendre un peu les grands éléments d'une bonne gestion intégrée des eaux pluviales pour essayer d'éviter justement de partir vers des gestions des eaux pluviales qui ne sont pas de la JF, mais plutôt de la gestion alternative. Dans les différentes gouttes, vous retrouvez un peu les grands principes. Donc, évidemment, gérer là où la goutte tombe, c'est le plus important. Éviter de mettre l'eau en mouvement, éviter de faire ruisseler l'eau vers des ouvrages centralisés, concentrés à un endroit. Avoir des surfaces d'infiltration maximales. Donc, on parle de surface active sur la surface d'infiltration inférieure à 10. Ça, c'est vraiment, pour moi, un chiffre à ne pas dépasser, mais réellement, si on veut vraiment bien l'intégrer en milieu urbain ultra-dense, il faut aller vers des ratios encore plus faibles. Je vous ai parlé sur la chaussée de Nerstal, on était dans un ordre de grandeur de 3. C'est vraiment le seul moyen de ne pas avoir des ouvrages trop profonds en milieu urbain. Avoir des ouvrages simples et multifonctionnels, donc essayer de fonctionner le moins possible avec des canalisations. Dès qu'on canalise, on est enterré. Donc ça, là, pareil, on va créer des ouvrages qui seront très profonds et peu qualitatifs et peu intégrés paysagèrement. Avoir une gestion à 0 rejet, donc être suffisamment ambitieux, aller vers la centenale pour vraiment se dire qu'on déconnecte complètement le site ou le projet ou l'aménagement du réseau d'égouttage. Pareil, là, devoir aller vers des trop-pleins, etc., ça complexifie tout. Ça coûte plus cher et ça n'a finalement pas vraiment d'intérêt d'aller vers des ambitions moins importantes. Il faut bien se rendre compte que gérer une période de retour de 20 ans ou de 100 ans, on ne fait pas x5 au niveau des volumes. Et donc, souvent, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller vers cette ambition plus importante de déconnexion complète du réseau d'égouttage. Avoir des temps de vidange en relation avec l'événement pluvieux, donc ça c'est très important, et aussi l'aménagement. Donc c'est sûr que dans la littérature, on voit souvent qu'il faut que les ouvrages se vident en 24 ou 48 heures. C'est jamais mis en relation avec un événement pluvieux ou avec un aménagement. Par exemple, si on se dit que pour une période de retour de 100 ans dans un massif drainant sous un revêtement, il nous faut 5 jours pour que l'ouvrage se vide, c'est évidemment pas du tout problématique. Par contre, si une zone est utilisée comme espace vert creux et en dehors des temps de pluie est utilisée aussi pour d'autres aspects récréatifs, là évidemment, si cette zone-là est sous eau 3 fois par an, c'est évidemment beaucoup plus embêtant. Prioriser la gestion des eaux pluviales vraiment dans des zones plantées. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais les zones végétalisées apportent vraiment toute une série de services écosystémiques, mais assurent aussi la performance des ouvrages, notamment par l'action des racines des plantes.